Sud Radio, midi 13h, l'affaire dans l'affaire. Bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire. L'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Ensemble, nous allons revisiter les affaires qui ont marqué l'histoire du crime ou l'actualité. Chaque semaine avec Jean-Marie Bordry, bien sûr. Stéphane Simon, bonjour. Et le complice Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles, la revue de Max Kais, le youtubeur aux 2 millions d'abonnés. Elle arrive quand cette revue à propos, cher Victor? Elle arrive courant décembre, elle sera livrée au pied du sapin pour Noël et on vous réserve quelques surprises. Bon, super. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire du docteur Péchier. Et nous avons beaucoup de chance car nous serons avec les 2 avocats principaux de ce dossier, maître Frédéric Bernat et Lee Taket-Mit, avocat de Frédéric Péchier, qui va être affaire qui va être examinée par la cour d'assises du Doubs. L'affaire Péchier, du nom du docteur de médecine, anesthésiste, réanimateur Frédéric Péchier, mis en examen et soupçonné d'empoisonnement avec préméditation pour des faits commis entre avril 2009 et janvier 2017 à la clinique Saint-Vincent et la polyclinique de Franche-Comté à Besançon. Ce médecin anesthésiste, réanimateur sans antécédent, se servait-il des patients de ses confrères pour régler des comptes? Il est en tout cas renvoyé devant la cour d'assises du Doubs, je vous le disais. Le procès est annoncé pour 2025 sans que nous ne connaissions encore la date exacte. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. Nous sommes le 11 janvier 2017 à Besançon, à la clinique Saint-Vincent, une clinique imposante de plusieurs étages qui a ouvert ses portes en 1992 et jouit d'une bonne réputation. C'est pour cette raison que Sandra Simard, une jeune femme de 36 ans, en pleine santé et ne présentant aucun facteur de comorbidité, a décidé de s'y faire opérer de douleurs dans le dos. Elle va être opérée du rachis lombaire, exactement. C'est le docteur Grégory Godefrin qui doit procéder à cette opération, somme toute banale. Sandra Simard ne présente aucun risque particulier pour l'anesthésie et pourtant ce jour-là, Sandra Simard ne se réveille pas normalement. Sur la table d'opération, elle fait un arrêt cardiaque qui nécessite un transfert d'urgence au CHU et une réanimation prolongée. Que s'est-il passé exactement? Le médecin anesthésiste réanimateur responsable, le docteur Anne-Sophie Ballondol, a-t-elle fauté? Peu probable. C'est une professionnelle au parcours sans équivoque. À l'intérieur de la clinique Saint-Vincent de Besançon, c'est la stupéfaction. Car ce n'est pas la première fois qu'un événement de cette nature intervient. Dans le jargon hospitalier, on appelle ce type d'accident un EIG. Comprenez, un événement indésirable grave. Le chef de service de réanimation, le docteur Pili Fleury, interloqué, décide de ne pas en rester là. Il demande au médecin anesthésiste de récupérer tout ce qui a pu être administré à la patiente et d'envoyer tout cela pour des examens en laboratoire. Il cherche à comprendre. C'est l'événement indésirable de trop. Il y a déjà eu 4 autres patients ayant présenté des EIG à la clinique Saint-Vincent, 4 événements anormaux. Il faut savoir que dans les hôpitaux de France ou les cliniques, les événements de cette gravité sont tout à fait exceptionnels. Avant d'être endormi, un patient fait toujours l'objet d'un questionnement approfondi et Sandra Simard ne présentait aucun symptôme de cardiopathie sous-jacente. Il n'existe aucune pathologie de nature à engendrer un tel arrêt cardiaque. C'est donc un élément extérieur qui explique que le cœur se soit arrêté. Alors que Sandra Simard est toujours dans un état préoccupant, c'est le branle-bas de combat à la clinique Saint-Vincent. Les poches de soluté qui ont été utilisées en perfusion à la patiente sont réunies et envoyées au labo. Les déchets de la salle de surveillance sont également prélevés. Tout est envoyé au laboratoire CBM de la rue des Terres Rouges, un laboratoire moderne, performant à la périphérie de la ville. Le 16 janvier, le laboratoire transmet les résultats. C'est une douche froide. Dans les poches de soluté, il existe une concentration anormale de chlorure de potassium, environ 100 fois supérieure à la concentration attendue. En apprenant les résultats, la directrice de la clinique Saint-Vincent décide de transmettre les informations à la justice. Le 19 janvier 2017, le procureur de la République est informé. Sans attendre, le directeur de l'inspection des contrôles et d'audit de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté signale par mail au procureur de la République des éléments complémentaires. La concentration correspond à l'ajout probable de 6 ampoules de 10 ml de chlorure de potassium, concentré à 20%. Dans ce mail, il est clairement indiqué qu'à ce stade de l'évaluation, il est improbable qu'une erreur soit la cause de l'accident. En conséquence, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'une tentative d'assassinat.
Dès le lendemain, les enquêteurs de police judiciaire sont envoyés pour saisir les poches de perfusion qui ont servi à l'opération. Sur place, l'affaire tourne au tragique. À peine arrivés, les enquêteurs sont témoins d'une scène surréaliste. La directrice de la clinique est appelée en urgence par une infirmière chef de bloc car le docteur Frédéric Péchier, un autre médecin anesthésiste réanimateur, de sa spécialité lui aussi, a trouvé des poches de paracétamol percées dans sa table d'anesthésie. Il pense être victime lui aussi de l'empoisonneur. Ces poches sont découvertes alors que dans la salle d'à côté, un patient du nom de Jean-Claude Gandon est opéré par le docteur Bailly. Il est donc sous anesthésie générale. Le patient est alors sur la table d'opération et présente bientôt un trouble cardiaque. Les enquêteurs placent immédiatement sous scellé l'ensemble des dispositifs médicaux ainsi que les poches trouvées au sein du bloc opératoire. Contrairement à ses collègues, c'est la première fois que le docteur Péchier se dit victime d'un acte de malveillance. Et cela intervient le jour de l'intervention de la police, ce 20 janvier 2017. Une curieuse coïncidence, néanmoins. La police judiciaire prend cette affaire très au sérieux. Elle leur demande l'ensemble des accidents cardiaques et des EIG survenus dans les hôpitaux et cliniques de Besançon et alentours sont remontés. Les recoupements finiront par parler. Le 23 janvier, les policiers apprennent qu'il y a déjà eu un précédent, une enquête déjà diligentée au sein de la polyclinique de Franche-Comté. C'était en 2009. Les 7, 27 avril, puis le 22 juin 2009, ce sont 3 accidents cardiaques qui sont survenus sur les tables d'opération à la suite d'anesthésie. Les enquêtes n'avaient pas permis d'élucider le mystère de ces accidents cardiaques, mais une analyse des poches solutées faite à cette occasion avait également montré une concentration de potassium anormale. Cette affaire non élucidée avait pourtant permis à l'époque aussi de faire un rapprochement avec une autre information judiciaire en cours pour homicide involontaire sur la personne d'un homme décédé d'un arrêt cardiaque, lui aussi inexpliqué, le 10 octobre 2008 à la clinique Saint-Vincent. Aussi. Les prélèvements post-mortem réalisés lors de l'autopsie avaient alors mis en évidence un surdosage en lidocaïne, un puissant anesthésique local. La dose mesurée correspondait à 10 fois la valeur supérieure à la dose attendue. Ce décès qui remonte à 2008 et qui est demeuré inexpliqué, tout comme les 3 EIG au sein de la polyclinique de Franche-Comté, a permis à l'époque tout de même de noter qu'un seul nom apparaissait comme étant présent le 10 octobre 2008 ainsi que le 7 avril 2009, il s'agit du docteur Frédéric Péchier. Comme le docteur anesthésiste n'était pas présent les 27 avril et 22 juin, la curiosité des enquêteurs en était restée là. Et puis le docteur Péchier avait montré le 7 avril un comportement exemplaire, alors que une patiente âgée de 41 ans qui subissait une colioscopie manifestait un dysfonctionnement cardiaque qui allait la conduire au CHU, il était intervenu et avait pratiqué des soins et lui avait administré le bon antidote. À l'époque, l'enquête n'avait pu conclure qu'à des incidents inexpliqués. En l'absence d'explication, une des mesures prises avait consisté à retirer toutes les ampoules de chlorure de potassium et on en était resté là. Et puis à la polyclinique de Franche-Comté, depuis les choses étaient rentrées dans l'ordre et aucun autre fait grave ne s'était produit. En 2017, les enquêteurs n'ont pas l'intention, eux, de baisser les bras aussi facilement. Ils remarquent que la situation est redevenue normale quand le docteur Péchier a quitté la polyclinique, justement. Tiens. Et par ailleurs, une personne est systématiquement présente alentour lors des IEG, des EIG à la clinique Saint-Vincent. Il s'agit du docteur Frédéric Péchier. C'est donc l'homme, le seul qui est présent à la fois à la clinique Saint-Vincent quand les accidents cardiaques se multiplient et également à la polyclinique de Franche-Comté quand les mêmes accidents se produisent. Et c'est le seul praticien qui a navigué entre les 2 établissements. Qui est ce docteur anesthésiste ? Frédéric Péchier est né le 22 janvier 1972 à Angoulême. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Il est issu d'une lignée de médecins, un élève moyen mais qui s'est investi réellement dans les études à la faculté de médecine de Poitiers. Après l'obtention de son diplôme de docteur en médecine en octobre 2000, il se spécialise en tant qu'anesthésiste réanimateur. Depuis, il a exercé une première fois à la clinique Saint-Vincent, puis en est parti pour la polyclinique de Franche-Comté avant de revenir à la clinique Saint-Vincent. Côté vie privée, pas grand-chose d'original. Il a connu sa femme pendant l'internat. Son épouse est médecin, cardiologue et ils ont eu ensemble 3 enfants. Dans le milieu médical assez secret par nature, une audition va éclairer d'un jour particulier les enquêteurs. Appelons-la le docteur N. Le 16 février 2017, elle relate que lors d'une anesthésie générale où le patient réagissait mal, elle avait remarqué la présence du docteur Péchier à la porte du bloc opératoire.
Elle raconte encore que le docteur Péchier se serait vanté de lui avoir prêté secours alors qu'elle ne lui demandait rien. Et puis elle explique que le docteur Péchier l'horripile quelque peu car il se prend pour Zorro et qu'il considère comme étant bien meilleur que les autres. Le 14 février 2017, la direction de la clinique Saint-Vincent transmet un listing aux enquêteurs qui concerne les EIG survenus cette fois entre 2008 et 2017. Le fichier fait apparaître alors des chiffres incroyablement élevés. 42 problèmes cardiaques, 20 décès. À la clinique Saint-Vincent, une moyenne de 7,6 EIG par an alors que la moyenne nationale est de 3,3. L'analyse approfondie des listings du personnel et de la polyclinique de Franche-Comté et de la clinique Saint-Vincent établit que seul le docteur Péchier était présent à la fois à la clinique Saint-Vincent, à la polyclinique, aux périodes où les accidents cardiaques ont lieu. C'est la seule personne sur un total de 1514 personnes. Voilà qui finit par convaincre les enquêteurs de la PJ de Besançon. Ils tiennent un suspect. Le docteur Péchier est placé en garde à vue. Les policiers ont bien l'intention de l'interroger sur ces drôles de pratiques qu'ils ont pu noter. Avant chaque anesthésie de patient, pour lequel le docteur Péchier n'est pas nécessairement en charge, ils ont remarqué par exemple que celui-ci se prépare. Il a souvent un coup d'avance dans sa trousse de secours du matériel, des produits qui se révèlent parfois le bon antidote au bon moment. Et le docteur Péchier ne se démonte pas. Il explique que ça fait partie de ses habitudes, qu'il a toujours fait ainsi et que sans doute beaucoup de ses confrères faisaient comme ça avant, du temps où il y avait de bons médecins. Et sur la présence de nombreux produits comme la lidocaïne dans sa trousse de secours, il explique que cela fait également partie de ses habitudes lorsqu'il voyage. Il a réponse à tout. Les enquêteurs remarquent au fil des semaines et des interrogatoires que le docteur Péchier a régulièrement des conflits avec ses collègues, qu'il aime bien s'en ouvrir avec la direction, souvent par mail, et qu'il fuit en revanche les discussions d'homme à homme avec ses collègues. Il fait souvent des mails pour se plaindre du planning ou suggérer ceci ou cela. Bref, il adore se faire mousser et se donner de l'importance. Il y a quelque chose d'autre que les policiers remarquent. Les enquêteurs trouvent une vraie contradiction à l'envie du docteur Péchier de se dégager du temps libre pour passer plus de temps au sein de son couple, avec sa très grande disponibilité pour l'hôpital. Pour la clinique, il confirme être toujours le premier arrivé le matin au sein du bloc opératoire. Toujours le premier arrivé, toujours le dernier parti. Comme si la clinique avait besoin de lui en permanence, ou plus exactement, comme s'il se sentait indispensable à la vie de la clinique. À ce stade de l'enquête, les policiers se penchent désormais sur des éléments de présomption d'empoisonnement dans 17 accidents survenus à la clinique Saint-Vincent ou la polyclinique de Franche-Comté. À la décharge du docteur Péchier, les écoutes téléphoniques auxquelles la justice a donné son feu vert démontrent que les collègues du docteur Péchier ne l'accablent jamais. En vérité, aucun d'entre eux ne soupçonne à ce stade le bon docteur Péchier de s'être livré à des empoisonnements. Pour se faire une opinion plus claire, les enquêteurs vont décider de reprendre cas par cas pendant des semaines l'ensemble des EIG survenus pendant près de 10 ans. Un travail de fourmi. Dans la plupart des cas, expertise toxicologique et médico-légale à l'appui. Il en ressort avec la conviction que les patients ont subi un empoisonnement avant d'être endormis. De son côté, à mesure qu'il est auditionné, le docteur Péchier répond de moins en moins aux questions des enquêteurs et fait valoir de plus en plus souvent son droit au silence. Dans leur travail de fourmi, il apparaît également clair pour les enquêteurs que les EIG interviennent à chaque fois dans des contextes de relations professionnelles difficiles, où le docteur Péchier rencontre des difficultés de planning ou relationnelles avec certains de ses confrères. À la suite d'un interminable travail d'expertise médico-légale, d'examen toxicologique, d'audition des collègues du docteur Péchier, ce dernier va être mis en examen. In fine, 30 événements sont retenus par les policiers comme le résultat d'intoxication médicamenteuse, avec 12 décès de patients qui n'auraient pas dû mourir. Une perquisition réalisée au domicile sur le lieu de travail du docteur Péchier va aussi mettre en évidence qu'il possède un nombre très important de produits et traitements pour lesquels la possession n'apparaît pas très justifiée. Ainsi, dans son véhicule, le docteur Péchier dispose d'une trousse de secours qui contient des kits de perfusion. Curieux. Interrogé à ce sujet, il expliquera que c'est une dotation normale du véhicule de marque Audi, alors que c'est faux. Il se contredit. À la clinique, dans son casier, les enquêteurs retrouvent des ampoules de susfontanil où il garde des produits morphiniques également qu'il ne devrait pas posséder, des boîtes dentalgiques. À son domicile, les enquêteurs retrouvent des poches de perfusion de paracétamol également.
Il reconnaît en garde à vue détenir des produits anesthésiques et du matériel provenant de la clinique Saint-Vincent. Mais évidemment, le docteur Péchier a une explication. Il évoque les douleurs régulières rencontrées par sa fille aînée et déclare la perfuser lui-même pour soulager ses douleurs. Cependant, sa fille Juliette, il ne se souvient pas d'avoir été perfusée par son père. Les enquêteurs estiment bientôt que les manipulations visant à polluer les poches de perfusion auraient très bien pu être réalisées à son domicile. Et puis l'étude de la vidéosurveillance de la clinique permet d'établir que le docteur Péchier est toujours arrivé à la clinique vers 6h30, bien avant le début des consultations, et personne ne sait pourquoi il vient si tôt. Autre élément troublant, le docteur Péchier, le jour de l'arrivée des enquêteurs à la clinique Saint-Vincent, n'a cessé de changer sa version des faits. Certes, il se dit victime, lui aussi, d'un empoisonnement avec des poches de soluté qui auraient été gavées de paracétamol, mais il modifie ses déclarations tout au long des auditions. Et curieusement, c'est la première fois qu'un EIG a lieu dans une salle où de nombreuses poches sont ainsi grossièrement polluées, faciles à identifier comme ayant été souillées. Tous les autres accidents ont eu lieu avec une minutie et une discrétion qui a rendu parfaitement indétectables les intoxications. Évidemment, le docteur Péchier conteste l'ensemble des faits reprochés avec la plus grande fermeté. Pour lui, sa désignation comme suspect n'est qu'une construction intellectuelle avec de nombreuses approximations et inexactitudes. Quand on lui fait remarquer que certaines fois, il a curieusement eu un coup d'avance et a été capable de poser le bon diagnostic, capable d'administrer des thérapies et antidotes idoines, y compris pour des patients qui n'étaient pas les siens, il dira que ce n'est que dans un nombre très faible de cas qu'il a eu des intuitions qui reposent essentiellement sur sa grande expérience de médecin anesthésiste réanimateur. Des propos qui n'ont pas suffi à convaincre les juges d'instruction et le parquet, qui a décidé de son renvoi devant la cour d'assises du Doubs et son maintien sous contrôle judiciaire en attendant le procès qui aura lieu en 2025. Il devra répondre alors d'avoir attenté à la vie de nombreux patients par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Dans un instant, nous allons retrouver les deux avocats qui se retrouveront face à face dans quelques mois en 2025 aux assises du Doubs, maître Lee Takedmit et l'avocat Frédéric Bernard, avocat des parties civiles. Qui est véritablement le docteur Péchier? A-t-il empoisonné ses victimes? Pourquoi serait-il victime d'une construction intellectuelle des enquêteurs? Que pourrait révéler le procès? C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire du docteur Péchier. L'affaire Péchier du nom du docteur, médecin anesthésiste réanimateur Frédéric Péchier, mis en examen et soupçonné de 30 empoisonnements avec préméditation, dont 12 mortels pour des faits commis entre 2009 et 2017 à Besançon. Frédéric Bernard est avec nous, maître Frédéric Bernard, et maître Lee Takedmit, avocat du docteur Péchier, est avec nous également. Bonjour à tous les deux. Je voudrais vous demander, maître Frédéric Bernard, vous représentez les parties civiles, et évidemment le docteur Péchier est encore présumé innocent, mais de votre côté, tout porte à croire, vous estimez que tout porte à croire qu'il est sérieusement impliqué dans ces empoisonnements? Oui. Très très clairement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je suis le tout premier intervenant en tant qu'avocat dans cette affaire pour Madame Simard, dont vous avez cité le nom. Et je me rappellerai toujours la première audience où il était question de la mise en détention du docteur Péchier. Ma cliente me dit: je ne veux pas qu'il aille en détention parce que à ce stade, je n'ai pas la certitude que ce soit lui qui m'ait empoisonné, et il a une famille, des enfants, et je ne veux pas que ça arrive. Et je me rappellerai toujours. Et donc moi, à la première audience, j'avais plaidé que je pensais qu'un contrôle judiciaire nous permettant d'avoir les garanties de la manifestation de la vérité était suffisant. Et cette enquête, qui a été, j'allais dire, amplement critiquée par la défense, alors... pour moi à tort, mais en tout cas la défense fait son travail, elle a largement démontré, et votre rapport à l'instant me paraît assez intéressant sur ce point, l'enquête qui a été longue, minutieuse et compliquée a largement démontré que le docteur Péchier était manifestement l'auteur de ces empoisonnements, et
pour l'ensemble des clients que je représente aujourd'hui, nous n'avons pas de doute et pas de scrupule à dire, voilà, nous avons la certitude aujourd'hui que le docteur Péchier est un empoisonneur et c'est lui qui nous a empoisonnés. Alors, Maître Lit Ahmed-Mit, vous êtes avocat de Frédéric Péchier, justement, vous êtes avocat de la défense. Vous récusez totalement son implication dans ces empoisonnements. Je vous écoute. Et le docteur Péchier a été aussi clair qu'on peut l'être dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé, c'est-à-dire accusé d'une manière tellement forte, avec une telle acuité et une telle répétition dans les actes d'accusation qui sont tombés contre lui. Et pourtant, depuis le départ, il est très clair sur le fait qu'il n'a rien à se reprocher. Moi aussi, j'ai trouvé assez intéressant la manière dont vous avez pu évoquer cette histoire, parce que il est vrai que la construction intellectuelle que nous on reproche finalement à l'accusation finit comme une sorte de scénario, comme une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dès le départ, puisque vous évoquiez le cas Simard, et mon confrère en parlait il y a un instant, dès le départ, il est indiqué qu'il est rigoureusement inimaginable que la concentration qui est retrouvée dans les poches de soluté incriminées puisse être d'une origine accidentelle. Et c'est ça finalement qui va sceller le sort du docteur Péchier, c'est que dès le départ, on ne se pose pas réellement la question de savoir si le cas Simard peut être un accident ou pas un accident. Et puis ça va engendrer dans le cadre de cette procédure et de cette instruction une espèce de manière de fonctionner qui systématiquement va faire en sorte que dès qu'il y a la moindre possibilité d'imaginer que quelque chose peut être reproché au docteur Péchier, il est condamné par avance. Mais si ce n'est, alors pardonnez-moi, mais s'il doit être mis hors de cause, est-ce que ça veut dire que l'enquête est totalement à côté de la plaque? Et qui pourrait avoir été à l'origine de tels sabotages? Alors, c'est bien la difficulté, puisqu'on est maintenant des années après le début de l'enquête. Vous avez rappelé que tout cela démarre en 2017, donc ça fait 7 années que la justice est chargée. Et certains faits remontent à 2008. Par ailleurs, mais l'enquête elle-même dure depuis maintenant 7 années. 7 années pendant lesquelles, comme je le disais à l'instant, les enquêteurs, le procureur de la République, le ou les juges d'instruction n'ont eu de cesse que de construire une accusation contre le docteur Péchier. Enquête à charge, donc. Elle est non seulement à charge, mais en plus, même si c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment dans un certain nombre de dossiers, elle prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de réunir tous les éléments qui pourraient permettre de répondre à la question très intéressante que vous venez de poser, c'est-à-dire qui peut être à l'origine des quelques cas dont il n'est pas réellement discuté qu'ils sont malveillants. Je vous propose qu'on y revienne. De l'idée qu'il était coupable. D'accord. Je vous propose qu'on y revienne dans un instant. On demandera à Frédéric Bernard son avis. Nous allons revenir aussi sur la personnalité du docteur Frédéric Péchier. Qui est-il vraiment? Est-ce que ces troubles dépressifs pourraient-ils avoir altéré sa lucidité? L'affaire dans l'affaire revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire du docteur Péchier, mis en examen, soupçonné de 30 empoisonnements avec préméditation, dont 12 mortels pour des faits commis entre avril 2009 et janvier 2017 à la clinique Saint-Vincent, à la polyclinique de Franche-Comté, toutes les deux de Besançon. Maître Frédéric Bernard, avocat des parties civiles, est avec nous, ainsi que Maître Lit Ahmed-Mit, avocat de Frédéric Péchier. Et merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, je voulais vous demander, Maître Frédéric Bernard, est-ce que, comme votre confrère, j'imagine que vous n'êtes pas du tout d'accord, l'enquête pourrait être passée complètement à côté et être une enquête simplement à charge? Est-ce que c'est bien raisonnable comme théorie? Écoutez, la problématique, c'est que la position du docteur Péchier, c'est un peu toujours la tarte à la crème des dossiers criminels. C'est-à-dire que c'est une enquête à charge, la justice a décidé de... J'avoue que j'ai toujours pas compris quel serait l'intérêt de la justice d'accabler le docteur Péchier. Vraiment, j'ai pas compris. Je ne vois pas
en quoi le docteur Péchier, particulièrement, c'est pas un homme politique en vue, c'est pas un notable, c'est pas quelqu'un qui présentait un danger quelconque. C'est-à-dire que la théorie du complot, si vous voulez, c'est intéressant, mais c'est un peu la tarte à la crème permanente quand on clame son innocence contre un dossier qui quand même est étayé. Alors, je vais pas vous dire que c'est un dossier facile dans la mesure où on n'a pas trouvé quelqu'un, encore qu'il y a des éléments, mais avec la main dans un pot de confiture, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça et tout le monde l'a compris, sinon on ne parlerait pas de ce dossier. Et puis le docteur Péchier est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a passé des années à maîtriser sa science et à faire ses empoisonnements comme ça, de façon extrêmement complexe. Néanmoins, ce qui est avéré, c'est qu'il y a un empoisonneur. Ce qui y est avéré par l'enquête, c'est que cet empoisonneur est forcément un professionnel médical, notamment de l'anesthésie. Et ce qui est avéré, c'est qu'il n'y a qu'un seul dénominateur commun à tous ces empoisonnements, c'est le docteur Péchier. Alors, encore une fois, on peut tout envisager. Et puis, je vais vous dire, moi, je vais respecter en tant qu'avocat la présomption d'innocence du docteur Péchier, même si je l'ai affirmé, avocat des parties civiles, en entendant mes clients, nous sommes convaincus de sa culpabilité. Néanmoins, il est officiellement présumé innocent. La cour d'assises va statuer et j'ai peine à croire qu'on arrivera à tenir 4 mois à nous démontrer qu'une enquête aussi fouillée est totalement vide et que ce dossier est vide, voire à charge. Ça me paraît invraisemblable. Question pour vous, Maître Bernat. Vous avez dit qu'au tout début, votre cliente avait un doute sur la responsabilité du docteur Péchier. Est-ce qu'elle a toujours ce doute aujourd'hui ou pas? Plus du tout. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, écoutez-moi, vous avez quelqu'un, je parle de Madame Simard, qui est exemplaire dans sa dignité d'ailleurs. Madame Simard... Comment va-t-elle d'ailleurs, Madame Simard? Comment va-t-elle aujourd'hui? Comment va-t-elle aujourd'hui? Parce que... Elle va pas bien, elle a des troubles neurologiques permanents qui sont la résultante de la longue période de coma qu'elle a eu à subir. Et puis, eh bien, ça fait 7 ans d'information judiciaire où elle essaye de comprendre, où c'est quelqu'un d'absolument honnête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et pour en revenir et pour faire le lien avec la question que vous m'avez posée, Madame Simard, au départ, elle dit « Mais moi, je ne veux pas qu'un père de famille qui serait innocent et qui serait accusé à tort puisse voir sa vie gâchée. » Et puis, elle a laissé la justice faire son travail. Et si au départ, et je vous l'ai dit, au départ, Sandra Simard me dit « Moi, je ne suis pas sûr que c'est lui. » Parce qu'il faut bien comprendre, cette femme, elle vit avec l'idée qu'elle a été victime d'un accident médical. Ça dure quelques années. Et puis du jour au lendemain, on l'appelle, on lui dit « Madame, vous avez été empoisonnée par un membre du personnel médical. » Mais c'est une abîme pour ces gens-là. Et pour tous ceux qui ont été appelés, mais ça a été un truc complètement hallucinant. Et aujourd'hui, elle a pris le temps, et Dieu sait qu'elle l'a eu, de suivre cette enquête judiciaire. Elle a lu avec moi l'ensemble des éléments techniques, scientifiques, des éléments d'enquête qui ont été recoupés, et aujourd'hui, elle n'a plus de doute. Et elle dit, moi, je sais que j'ai été empoisonné par Frédéric Péchier. Entendu. Alors, on va entendre Maître Ly Takmedit. On va lui demander s'il pense que le docteur Péchier fait un coupable parfait, mais je voudrais que Victor Lefebvre nous donne quelques éléments qui permettent de comprendre la personnalité du docteur Péchier. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait rapide de l'homme et du docteur? Oui, en quelques mots, Frédéric Péchier était issu donc d'une lignée de médecins. Son père était anesthésiste au CHU de Poitiers. Son grand-père était médecin généraliste. Sa mère était cadre infirmier. Il grandit dans un milieu familial somme toute assez classique, assez aisé, avec une mère présente, affectueuse. Son père, en revanche, est très occupé par son travail de médecin, très accaparé, assez absent dans la vie de famille. Les relations père-fils sont assez compliquées. Et puis, dans l'enquête de personnalité qui est donnée donc par les proches de Frédéric Péchier, il y a une face plutôt lumineuse et une face sombre. La face lumineuse, elle est donnée par ses proches. Donc il est question d'un homme doux, attentionné, bienveillant, affectueux avec sa famille, passionné par son métier. Et puis une face plus sombre qui est peut-être donnée par les proches du second cercle, les amis de la famille, aussi les collègues, qui décrivent eux un homme plutôt replié sur son cocon familial, parfois même condescendant, prétentieux selon certains collègues. C'est un détail aussi qui évidemment ne préjuge en rien sur une culpabilité ou une innocence, mais en tout cas il était aussi réputé très mauvais joueur au golf,
jusqu'à être tricheur, c'est un détail parmi d'autres. Et il obtient alors son diplôme de docteur en médecine spécialisé d'anesthésiologie et de réanimation chirurgicale en 2000. Il passe la majeure partie de sa carrière professionnelle, vous l'avez dit, à la clinique Saint-Vincent de Besançon, avec un passage de quelques mois en 2009 à la polyclinique de Franche-Comté. Voilà un peu pour quelques éléments de contexte biographique sur Frédéric Peschier. Alors, Maître Lee Taked-Mit, est-ce que vous pensez que le docteur Peschier fait un coupable parfait ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un coupable parfait, si ça existe, mais moi je trouve que lui, c'est plutôt un excellent innocent, en réalité. C'est-à-dire que voilà un homme, somme toute, parfaitement ordinaire. J'ai écouté avec attention ce qu'a évoqué votre collègue comme portrait chinois très rapide. Oui, c'est vrai que c'est pas accablant, hein. C'est pas du tout accablant. C'est pas accablant, je veux dire, c'est vraiment la chronique d'une vie ordinaire, quoi. Voilà cet homme qui fait des études très longues pour devenir médecin, qui réussit plutôt pas mal dans sa branche, et puis qui, par ailleurs, comme souvent, lorsqu'on est médecin, pour ce que j'en connais, se mettent à pratiquer le golf, et puis soudain, on fait de lui un coupable dans une affaire criminelle d'envergure, et on vient nous expliquer que les traits de personnalité qui le caractériseraient comme criminel seraient sa propension à tricher au golf. Moi, je trouve que cette histoire est parfaitement symptomatique de la manière dont on a traité cet homme depuis le départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher de sérieux. Mais pour autant, on fait feu de tout droit. Alors, cette histoire de golf est ridicule dans une dimension qui me dépasse depuis le départ. Je suis pas tout à fait étonné de vous entendre la reprendre parce que ça traîne, ça sourde un peu dans le dossier. Mais c'est extraordinaire. Enfin, moi, je fais ça depuis. Nous, on n'invente rien. On répète. Ah non, ce que vous dites est absolument conforme à ce qu'il y a dans le dossier. Alors, justement, depuis 20 ans et quelques dizaines d'affaires criminelles, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi anecdotique repris pour essayer de caractériser une personnalité problématique. Moins anecdotique, je voudrais vous demander, vous qui l'avez approché évidemment, est-ce qu'il a de l'empathie pour ses patients ou est-ce que je me trompe si je dis quand même qu'il a une espèce de regard assez lointain, assez désincarné de ses patients ? Alors, il a un regard de médecin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un médecin qui a été formé pour effectuer un métier qui est difficile, celui d'anesthésiste réanimateur l'est particulièrement. Il faut garder la tête froide, il faut avoir une certaine capacité de distanciation, et ce qui paraît être une qualité chez un médecin devient tout de suite chez un suspect, puisque c'est de la casquette numéro 1 à la casquette numéro 2 qu'est passé le docteur Peschier, devient effectivement problématique parce qu'il serait froid et distant. Il n'est pas froid et distant, c'est quelqu'un qui est formé pour prendre ses distances avec un certain nombre de choses qui nous sont parfois difficiles à gérer, que ce soit la mort ou des situations d'urgence à traiter avec professionnalisme. C'est tout. Pour le reste, très honnêtement, évidemment que comme médecin, il se soucie de ce qui peut arriver à ses patients. On est dans un dossier dans lequel, de mon point de vue, il y a une immense majorité d'accidents médicaux. Et chaque médecin que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle et personnelle en réalité, est évidemment sensible à ce que deviennent ces patients. Alors, mais il se doit de garder la tête froide. Alors, on va vous retrouver dans un instant, et Victor Lefebvre également. On va parler des problèmes de santé qui auraient pu affecter le docteur Peschier. On parlera aussi peut-être de ses tristesses personnelles. Dans un instant, on revient avec nos invités. On continue à évoquer l'affaire Peschier tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans votre rendez-vous de la mi-journée ce samedi avec la revue Affaires criminelles. Nous parlons aujourd'hui de l'affaire Peschier. L'affaire Peschier du nom de ce docteur, médecin, anesthésiste, réanimateur, mis en examen, soupçonné de 30 empoisonnements avec préméditation, dont 12 mortels. Nous sommes avec les deux avocats essentiels dans ce dossier, l'avocat des parties civiles, maître Frédéric Bernat, et l'avocat de Frédéric Peschier, maître Lee Taked-Mit. Merci à tous les deux d'être
là. Nous étions en train de brosser le portrait aussi exhaustivement que possible de l'homme, mais aussi du médecin. Victor Lefebvre, je voudrais que vous nous parliez. On dit que le docteur Péchier a eu des problèmes de santé, ou plus exactement peut-être de déprime. Qu'en est-il? Oui, alors en fait en 2014, donc bien avant sa mise en cause qui intervient en 2017, il réalise une première tentative de suicide par médicament, possiblement en raison d'un surmenage professionnel. Frédéric Péchier était suivi par un psychologue pour des troubles dépressifs sévères. Je précise que les experts psychiatriques qui l'examinent dans le cadre de l'information judiciaire ne lui diagnostiquent toutefois aucune pathologie mentale, et il précise même, je cite là encore, qu'il ne voit dans la personnalité du docteur Péchier de caractère narcissique, de recherche de gloire ou de grandiosité. Et le 30 septembre 2021, en détresse psychologique et fortement alcoolisé, Frédéric Péchier tente de mettre fin à ses jours une nouvelle fois en se défenestrant du premier étage de la maison de ses parents près de Poitiers, où il réside depuis son contrôle judiciaire qui lui interdit de paraître dans le Doubs. Son pronostic vital a été un temps engagé, et il avait écrit quelques jours plus tôt à sa mère dans une lettre: « Je veux que cette vie s'arrête, je veux mourir innocent ». Oui, alors Frédéric Bernat et maître Lita Kedmit, je voudrais vous demander à l'un puis à l'autre, peut-être commençons par maître Bernat, si ces problèmes de santé peuvent avoir altéré son empathie, avoir, je dirais, eu un impact fort sur sa vie professionnelle. Maître Bernat. Moi, je vais vous livrer un sentiment qui vaut ce qu'il vaut. J'ai été amené à croiser le docteur Péchier au détour d'un certain nombre d'audiences dans lesquelles nous avons plaidé, où il était présent, et très clairement, et il faut le dire, son empathie pour les victimes potentielles est inexistante. Néanmoins, c'est quelqu'un qui clame son innocence, donc j'ai beaucoup de mal à reprocher à quelqu'un qui clame son innocence de ne pas dire j'ai de l'empathie pour les victimes. Pour autant, j'entendais tout à l'heure sur sa personnalité, notamment mon confrère qui glosait, et il a raison, c'est de bonne guerre, sur l'histoire du golf. En fait, il est beaucoup plus au fait du dossier que ça, mon confrère. Il sait très bien que tout cela s'inscrit dans une logique de personnalité qui est extrêmement intéressante, parce que effectivement, l'enquête a été assez approfondie, et on voit bien que nous avons là une personnalité complexe, et surtout ce qui est très important dans ce dossier, et ce qui est presque vertigineux, c'est que les victimes directes des empoisonnements ne sont pas les personnes qui sont visées en réalité. Elles sont paradoxalement des dommages collatéraux, parce qu'en réalité, ce que le dossier démontre aujourd'hui, c'est que le docteur Péchier utilisait les patients de ses confrères pour régler des comptes. Il créait des empoisonnements pour créer des situations qui non seulement mettaient en difficulté des collègues, mais qui lui permettaient à lui, derrière, d'arriver en étant le sauveur. J'ai souvenir quand même d'un de mes clients qui est fort, un de mes clients qui dit « mais moi je suis en salle de réveil, je ne sais pas ce qui m'arrive, je sors d'anesthésie, d'un coma, etc. » Et la seule chose qui arrive, c'est que j'ai un médecin que je ne connais pas, puisqu'il n'est pas mon médecin, qui est le docteur Péchier, qui me dit « Ah, bonjour monsieur, c'est moi qui vous ai sauvé la vie. » Voilà, c'est très paradoxal. Maintenant, c'est quelqu'un qui nie les faits. Donc le docteur Péchier, tant qu'il niera les faits, on ne va pas pouvoir lui demander pourquoi vous l'avez fait. Donc on n'aura pas d'explication. Et c'est une vraie frustration pour les victimes. Et je pense que si le docteur Péchier reconnaissait des faits qui, à mon avis, aujourd'hui ne sont pas niables, mais après il se défend comme il veut, mais s'il les reconnaissait, là on avancerait sur quelque chose d'intéressant, et on pourrait travailler sur la personnalité et la corrélation entre ce qu'il est et ce pourquoi il a commis les faits là. Tant qu'il les niera, ce qui est son droit le plus strict, moi en tant qu'avocat je ne peux pas lui en reprocher, eh bien nous aurons cette frustration au niveau des victimes, au niveau des parties, parce que je pense que nous n'aurons jamais une vraie explication. Alors, maintenant, quelqu'un qui dit je veux mourir innocent, je vous en tirer les arguments que vous voulez, mais ça paraît quand même assez extraordinaire. Alors, maître Takedmit, je voudrais vous entendre sur ce que votre confrère appelait la personnalité complexe du docteur Péchier, pardon. Écoutez, je lui laisse la paternité de cette analyse. Moi, je le redis une nouvelle fois, j'ai affaire à un homme rigoureusement ordinaire.
Oui, mais quand vous entendez, évoquez... quand vous entendez que certains de ses collègues disent il se prend pour Zorro, il a besoin de briller dans les yeux des uns et des autres. Je vous réponds que cela m'en dit beaucoup plus sur ses collègues que sur lui-même. Ouais. Voyez-vous, dans un collectif quel qu'il soit, d'ailleurs, nous autres avocats, dans nos barreaux respectifs, nous ne sommes pas épargnés par ce type de petite concurrence, de petites mesquineries. C'est la même chose chez les médecins, c'est-à-dire que certains sont réputés meilleurs que d'autres, certains s'imaginent être meilleurs que d'autres, certains sont plutôt dans un complexe d'infériorité, et puis ça va les créer des relations à type d'affinité ou de non-affinité. On est là-dedans, c'est pour ça que je vous parle de ce monsieur, du docteur Péchier, comme quelqu'un de très ordinaire, mais également des gens qui l'entourent, et finalement on a fait d'une situation qui est plutôt ordinaire, c'est-à-dire une situation où, dans le cadre d'une clinique, ou de deux, il y a ce qu'on appelle ces événements indésirables graves, c'est-à-dire des accidents médicaux. Et puis, à un moment donné, on va pointer du doigt quelque chose dont on nous dit que nécessairement ce n'est plus de l'ordre de l'accident. Il va falloir trouver un coupable. Et quand on va recouper, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'une façon purement artificielle de mon point de vue, un certain nombre d'informations, on va désigner à la vindicte ce docteur Péchier. Ouais. Et s'apercevant que le docteur Péchier n'est ni psychopathe, ni quoi que ce soit de l'ordre du narcissisme problématique, on va aller faire les poubelles. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on peut pas le dire autrement. On va aller chercher un petit épisode dépressif, comme il semblerait que lui seul en eût connu en 2014. Ça prêterait à sourire. Maître Takemid, si on admet votre hypothèse, à savoir que la justice voudrait trouver un parfait coupable en la personne du docteur, comment c'est votre hypothèse en tout cas. Comment on peut dans ce cas-là expliquer autant de coïncidences? Alors très honnêtement, c'est pas en quelques dizaines de minutes que l'on va régler cette question qui va, je crois, concerner pendant près de 3 ou 4 mois la cour d'assises du Doubs l'année prochaine. Il n'y a pas tant de coïncidences que cela finalement, et la construction de cette accusation est intellectuelle et pas très honnête. Ça, c'est ce que nous emploierons à démontrer devant la cour d'assises. Mais j'ai envie de vous rétorquer quelque chose qui est un argument qui peut relever un peu du populisme, mais mon confrère Bernard m'excusera ce coup de pied de l'âne en réponse au sien. Il a le sourire, je vois, sur l'écran de contrôle. Il y a une trentaine de crimes qui sont reprochés au docteur Péchier. Il y a 2 observations qu'on peut faire et sur lesquelles on s'entendra tous. La première, il n'y a pas le moindre élément de preuve qu'il ait participé à un quelconque empoisonnement. Quand je parle d'éléments de preuve, je parle d'un témoignage direct ou d'éléments scientifiques. On est toujours dans cette construction et puis dans ces recoupements et dans ces coïncidences, comme vous le disiez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième qui découle de la première, c'est que j'ai pas, moi, pour avoir mis mes pattes dans près de 200 affaires criminelles, souvenir de quelqu'un à qui on reproche 30 crimes et contre lequel on n'a tellement pas d'éléments qu'à aucun moment on envisage la question de savoir s'il faudrait l'écarter de la société compte tenu d'une certaine dangerosité. Alors j'ai entendu tout à l'heure chevaleresque mon confrère Bernard nous expliquer qu'au départ lui aussi doutait, mais que ce doute s'est envolé. En réalité, il n'y a pas que mon confrère Bernard qui doute, tout le monde doute dans ce dossier, tous les magistrats un peu sérieux, c'est-à-dire notamment ceux qui se sont penchés sur la question d'une éventuelle privation de liberté, ont plus que douté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de telles accusations sans que l'on prive celui qui est accusé de liberté, sauf s'il n'y a aucun élément. Alors, je voudrais, en guise de conclusion de cette émission, laisser la parole à Victor Lefebvre à propos d'une anecdote qui laissera notre réflexion en suspens sur les mobiles qui auraient pu animer le docteur Péchier. Il y a à chercher aussi dans son enfance. Oui, en tout cas, il y a 2 motivations qui sont avancées par les enquêteurs. D'abord, ils soupçonnent, donc on l'a dit, le docteur Péchier d'avoir agi en pompier pyromane, donc d'avoir sciemment provoqué des arrêts cardiaques ou des incidents opératoires pour mieux démontrer par la suite ses talents de réanimateur, et puis aussi les interventions qui auraient permis donc de discréditer certains de ses collègues avec lesquels il était en conflit aigu, selon le procureur de la République. Et Frédéric Péchier avait une très bonne réputation en tant que médecin, mais il s'est brouillé avec de nombreux collègues. L'hypothèse donc d'une vengeance personnelle fait donc partie des pistes envisagées par les enquêteurs dans ce dossier complexe. Et j'ajoute aussi qu'on a retrouvé une seringue donc dans la poubelle du docteur Péchier qui aurait pu servir potentiellement à l'empoisonnement d'un patient qu'il suivait lui-même. Il s'agit de Jean-Claude Gandon. On a retrouvé donc des traces d'une substance, de la mébivacaïne, une molécule identifiée comme responsable de l'arrêt cardiaque du patient Jean-Claude Gandon.
Bien. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, Victor Lefebvre. On est obligé d'interrompre cette émission. C'est passionnant. Pourtant, c'est un des grands procès qui arrive en 2025. Il faudra le suivre. Mais nous sommes obligés de rendre l'antenne. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve entre 12h et 13h pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Tout de suite, c'est Alain Marty qui nous amène sur les routes des vins de France. Avec le bilan du millésime 2024. Eh bien, à tout de suite sur Sud Radio.